Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État fédéral contrôle le capitalisme américain. Les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient démocrates ou républicains, régulent les marchés, interdisent les monopoles et taxent sévèrement la richesse. On n'entend plus guère parler de milliardaires en Amérique. Mais en 1973, un choc pétrolier dérègle subitement toute l'économie. Dans l'année qui suit, le ralentissement industriel entraîne une hausse surprenante du chômage. Le gouvernement est incapable d'enrayer le marasme dans lequel s'enfonce le pays. Et puis soudain, New York sombre sous le poids de son État-providence. La municipalité doit licencier du jour au lendemain 20% de ses pompiers, policiers et personnel soignant. Délabré et livré aux gangs par manque de policiers, la vitrine de l'Amérique devient Fear City, la ville de la peur. Marginalisés depuis un demi-siècle, les conservateurs du Parti républicain apparaissent désormais comme les seuls capables de rétablir l'ordre et la prospérité. Pour leur chef de file, Ronald Reagan, l'Amérique a pris le mauvais chemin à cause du New Deal de Roosevelt. Une abomination que les conservateurs n'ont jamais digérée. Et il promet qu'avec lui, l'économie sera libérée de la tyrannie du gouvernement. Les impôts baissés massivement et les Américains de nouveau libres de s'enrichir comme bon leur semble. Pendant ce temps, c'est sur la côte ouest que vont se bâtir les nouvelles grandes fortunes américaines. Particulièrement dans la région de San Francisco et la vallée de Santa Clara, qu'un journaliste a rebaptisé d'après la matière dont sont constitués les microprocesseurs, vallée du silicium. Silicon Valley. Parmi les jeunes entrepreneurs qui ont flairé le nouvel Eldorado, Bill Gates et Paul Allen fondent le 1er avril 1975 la société Microsoft. Tout juste un an plus tard, Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple Computer. En 1980, l'électorat populaire va triomphalement porter au pouvoir celui qui a promis de faire ruisseler la richesse en Amérique. La Silicon Valley est animée par une prophétie. La prophétie de Moore. Cofondateur de la société Intel, Gordon Moore a en effet prédit que la capacité de calcul des microprocesseurs doublerait tous les 2 ans. Mettons qu'un microprocesseur effectue en 1975 1000 opérations à la seconde. 6 ans plus tard, en 1981, il devrait, selon la prophétie, en effectuer 8000. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En cet été 1981, toute la Silicon Valley se projette déjà 10 ans plus tard. Si la prophétie continue de se vérifier,
le résultat serait 256 000 opérations secondes. Soit une augmentation de la capacité des microprocesseurs de 25 600%. Tout le défi est maintenant de convertir cette prédiction spectaculaire en profit. Jusqu'à présent, les ordinateurs étaient de grosses machines réservées au gouvernement et aux très grandes entreprises. Mais la révolution de la puissance de calcul permet de réduire la taille des machines et de fabriquer les premiers PC, les ordinateurs personnels. Une ruée vers l'or qui ravive le vieux mythe du self-made man autour d'un lieu singulier, le garage. In the 70s, teenagers Steve Jobs and Stephen Wozniak, tinkering in a California garage, invent the circuitry that becomes the brain of the revolutionary Apple computer. En réalité, cette révolution n'a rien de spontané et trouve son origine dans l'histoire déjà ancienne de la Silicon Valley. Selon la légende, la Silicon Valley serait née précisément en 1939, dans ce petit garage, le premier du genre, situé au cœur du comté de Santa Clara, où a été créée la société Hewlett-Packard par Bill Hewlett et David Packard, deux ingénieurs diplômés de Stanford qui travaillent sur un oscillateur de haute précision. Si le garage de Hewlett-Packard sert de mythe fondateur, la Silicon Valley est en réalité un écosystème combinant fonds publics et privés et structuré autour de l'université de Stanford. En 1951, Stanford crée un institut de recherche en technologie, ainsi qu'un gigantesque parc à start-up pour inciter diplômés et professeurs à commercialiser leurs recherches. Bill Hewlett et David Packard s'y installent en 1953, et ce cadre particulier mêlant recherche fondamentale et business permettra à HP de se développer, tout en inventant une nouvelle culture d'entreprise. Chez HP, les équipes ont une grande autonomie. La hiérarchie est informelle et les bons résultats sont partagés équitablement sous forme de bonus. Les pauses café sont encouragées et sont des moments d'échange collectif qui permettent d'améliorer les projets. Hewlett et Packard inventent ainsi la HP Way, ou méthode HP, un mode de management qui va s'imposer comme une culture commune à toute la Silicon Valley. En 1963, l'Institut de recherche de Stanford invente la toute première souris d'ordinateur. Invention ensuite piquée et améliorée par Xerox. Et désormais commercialisée par la jeune société Apple. At Apple, we understand that business as usual isn't anymore. And why soon, there'll be just two kinds of people. Hi. Those who use computers. Yeah, I'll be home for breakfast. And those who use apples. Mais pour faire fortune, il faut vendre des machines à un public encore très perplexe. By simply using the mouse, the user can move an arrow around on the screen and simply point to English words and point to pictures and move things around, select things, and exchange information between applications, all through this very simple device. What's left in development? Is this the ultimate office computer? Today it is. C'est alors qu'intervient le géant IBM, dont l'activité s'étend des gros ordinateurs professionnels aux machines à écrire. Et IBM, qui maîtrise parfaitement le marketing grand public, décide de lancer son propre PC. The very first computers seemed as big as houses and so mysterious that for most of us, the computer was behind a closed door. But IBM was thinking how to make the computer more useful. And as one good idea led to another, it began getting smaller, faster, less expensive, and easier to use.
Mais IBM est totalement incompétent en système d'exploitation, ce logiciel indispensable au fonctionnement d'un PC. Le géant a alors eu recours à la minuscule start-up Microsoft, qui lui a proposé une solution conçue en vitesse et baptisée pour rire MS-DOS, c'est-à-dire système d'exploitation salopé de Microsoft. Le PC d'IBM rencontre un tel succès commercial qu'il sera imité par la plupart des autres constructeurs et qu'il intronise, sans l'avoir voulu, Microsoft comme la référence mondiale des systèmes d'exploitation. C'est ainsi que Microsoft commence son incroyable expansion. Comme promis, Reagan inaugure la révolution conservatrice par des baisses massives d'impôts. Le jour se lève à nouveau sur l'Amérique, s'émerveillent les conservateurs. Les inégalités, la pauvreté et tout ce qui pourrait troubler cette euphorie ne sont simplement plus évoqués. Reagan rétablit ensuite la magie du marché, profanée par 50 ans d'intervention fédérale. Et en la matière, sa plus grande réussite est la dérégulation de Wall Street. Les produits hyper spéculatifs, interdits depuis un demi-siècle, sont de nouveau autorisés. Les cours de bourse battent des records. Les millionnaires américains s'enrichissent à un rythme qu'ils n'avaient pas connu depuis les années 1920. Pendant ce temps, le marché informatique est en train de changer de dimension et la bataille pour s'en emparer est acharnée. We celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives we have created. Dans la soirée du 22 janvier 1984, pendant la mi-temps du Super Bowl, l'événement télévisé le plus regardé d'Amérique, les téléspectateurs découvrent le nouveau spot d'Apple réalisé par Ridley Scott. Is more powerful a weapon than any fleet or army on Earth. We are one people. Référence au monde totalitaire de George Orwell, ce spot est la réplique rageuse de Steve Jobs à la suprématie croissante d'IBM et de Microsoft. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. For weeks, the Macintosh has been rolling off the line, one every 27 seconds. Incompatible avec Microsoft, le Macintosh est le premier ordinateur vendu à la fois comme une révolution technologique et marketing. Acheter un Macintosh, c'est acheter plus qu'une machine. C'est entrer dans la mythologie de Steve Jobs, celle du génie visionnaire qui a débuté dans un garage. Est désormais en train de libérer et transformer le monde, seul contre tous. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. Steve Jobs a parfaitement réussi à modeler son image de génie. Mais le Macintosh arrive trop tard pour bousculer un marché déjà structuré autour de Microsoft. Le dynamisme de la Silicon Valley attire tous les meilleurs talents du pays. Dans la tech, on travaille beaucoup plus que n'importe où en Amérique.
Well, we'll hire people at any age, as long as they're super energetic and they want to make personal computers easier to use. Mais les employés profitent des meilleurs salaires d'Amérique, avec en prime une rémunération en actions. Dans l'attente de faire fortune le jour où l'entreprise sera cotée en bourse. New York Times, 19 septembre 1985. L'histoire de Steve Jobs, chez Apple, a connu une fin amère aujourd'hui lorsqu'il a démissionné de son poste de PDG. Selon ses associés, la vision et l'ego qui ont aidé M. Jobs à faire d'Apple un leader l'ont également empêché de tenir compte des conseils, au point qu'Apple se retrouve dans une situation financière catastrophique. New York Times, 18 mars 1986. L'entreprise de logiciels Microsoft est entrée en bourse jeudi dernier à 21 $ par action. Son cours a terminé la semaine à 29 $. Avec cette entrée en bourse fracassante, 12 000 salariés et ex-salariés de Microsoft deviennent subitement millionnaires. Et Bill Gates, à peine 31 ans, milliardaire. Paraissent alors les premières biographies, des ventes à succès qui le décrivent comme un être sans cœur, uniquement intéressé par l'argent. Et dans cette mythologie de la tech qui célèbre le génie désintéressé, Bill Gates se retrouve à incarner la figure de l'odieux businessman. Au début des années 90, la révolution de la puissance de calcul irrigue toute l'économie américaine. L'ordinateur devient un objet du quotidien, autour duquel se réorganise le travail de millions d'Américains. Alors que les États-Unis préparent déjà la prochaine révolution technologique. À contre-courant du discours sur l'initiative privée, c'est l'État fédéral qui va financer cette mutation, grâce à un investissement public voté à l'unanimité, à destination des universités et de la Silicon Valley, pour inventer ce qu'on appelle alors les autoroutes de l'information, qui deviendront Internet. Le 12 décembre 1991, l'université de Stanford teste sur son campus le tout premier serveur Internet des États-Unis. This is Lusk, Wyoming. Cows outnumber people here 100 to 1. The thing that isn't apparent about Lusk is it's wired. Lusk has strung fiber optic cable for the future of high-speed internet. The schools have 320 computers for 500 kids. Home businesses on PCs are common. Why? They're practical people. En 1996, les Américains commencent à utiliser massivement Internet. Technology is a tool. Software is a tool. These are the dreams it's made for. And that's why we make it. Maintenant que les infrastructures sont prêtes, une nouvelle génération se précipite pour incarner à son tour la figure de l'entrepreneur visionnaire. If it's in print, they can get it. Their database contains 1.1 million titles. If you were to print the Amazon.com catalog, it would be the size of 7 New York City phone books. Amazon.com has been online for a little more than a year now, and it has yet to turn a profit. But that doesn't bother the man who came up with this idea. In fact, if we make a profit anytime in the next 2 years, I'd say it would strictly be an accident. Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Everything from where to eat to how to get around. You imagine the possibilities, but... The company's chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. And how old were you when you started this company, or what became this company? 23. Une partie de cette nouvelle génération met en scène son génie supposé
et un égocentrisme soigneusement cultivé. Proche d'une vieille pensée radicale, jusque-là étrangère à la Silicon Valley. Le libertarisme. Le mouvement libertarien, qui remonte au tout début de la Révolution américaine, se caractérise par la défense opiniâtre de la liberté individuelle. Ne me marche pas dessus. Dans les années 1950, Ayn Rand, écrivaine américaine d'origine russe, professait un libertarisme extrême, complètement à contre-courant de l'époque. How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? If the government is not permitted to force, if you will, by vote, taxation. You admit that someone is producing the money, the wealth, that will make those roads possible. Now you have no right to tell the man who produced the wealth in what way you want him to spend it. If you need his money, you can obtain it only by his voluntary consent. And you believe in the eventual goodwill of all human beings, or at least that top echelon of human beings, whom you believe will give willingly? No goodwill is necessary, only self-interest. I believe in private roads, private post offices, private schools. When industry breaks down. Ayn Rand résume la société à une compétition de tous contre tous, dont seule une petite élite de créateurs peut sortir vainqueur. La réguler, c'est étrangler sa liberté, et la taxer, lui voler son talent. Et un demi-siècle plus tard, ces idées cadrent parfaitement avec la mythologie de l'entrepreneur génial, le héros visionnaire de la Silicon Valley qui ne doit rien à personne. Une mythologie en complète contradiction avec l'écosystème qui fait naître les innovations et bâtit les succès légendaires de la vallée. En parlant de légende, Steve Jobs est rappelé en catastrophe par Apple, au bord de la faillite. If we want to move forward and see Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Good morning. Et Microsoft investit 150 millions de dollars pour relancer son dernier vrai concurrent. Un moyen de contrer les critiques, maintenant que l'entreprise de Bill Gates, qui équipe 90% des micro-ordinateurs, occupe une position quasi monopolistique, qui pourrait la conduire au démantèlement en cas de procès. Et Bill Gates, qui est maintenant l'homme le plus riche du monde, s'emploie à combattre l'image d'odieux businessman qui lui colle à la peau, en ayant recours à la bonne vieille méthode. The man with more money than anyone else on the planet, today giving away more than he ever has before. $1 billion over the next 20 years to send minority students, Asians, Blacks, Latinos, and Native Americans to college and graduate school. Mais Microsoft risque quand même le démantèlement. L'entreprise est accusée d'abuser de sa position dominante pour avoir imposé son navigateur Internet Explorer aux dépens de son principal concurrent, Netscape. Computer emails show Microsoft first tried to join forces with Netscape. When Netscape refused, Microsoft allegedly launched a relentless campaign to destroy the company, telling one of its business partners, "How much do we have to pay you to screw Netscape? This is your lucky day." And everyone in Silicon Valley is keeping an eye on the battleground a continent away at the federal courthouse in Washington. It's here where it will be decided whether Microsoft and its founder, Bill Gates, I don't remember sending it. are our generation's equivalent of John D. Rockefeller and his Standard Oil. The trial is expected to last for weeks, and the stakes are so high, the case may end up in the Supreme Court.
Pendant ce temps, une start-up fête sa première année d'existence. Google est un moteur de recherche révolutionnaire qui permet de cartographier et indexer le Capharnaüm qu'est alors Internet. L'entreprise a été créée par 2 doctorants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin. Et conformément à la coutume, Google a été officiellement fondé dans un garage. Google repose sur un principe simple. Chaque requête sur un moteur de recherche produit des pages de réponse, mais aussi un sillage de données invisibles, telles que le nombre de recherches, le temps passé par l'utilisateur sur telle ou telle page, et toute une foulée de données personnelles. Ces données sont appelées surplus comportemental. Surplus car jusque-là considérés comme des déchets qui encombrent les serveurs des moteurs de recherche. Google est le premier à collecter et analyser systématiquement ce surplus comportemental, dans le but d'améliorer ses services et répondre de manière toujours plus précise et rapide aux questions qu'on lui pose. Ainsi, plus il s'améliore, plus les gens ont recours à ses services, et plus il s'améliore. Au point qu'il devient même capable de prédire certains comportements. Google peut désormais proposer des publicités ciblées avec une précision inconnue jusqu'alors et transformer n'importe quelle envie en acte d'achat. Larry Page et Sergey Brin ont dans les mains une fortune potentielle incalculable et Google va bouleverser tous les modèles économiques pour les décennies qui viennent. Après 2 ans de procédure, la Cour fédérale rend son jugement sur le monopole de Microsoft. New York Times, 7 juin 2000. Dans l'affaire Netscape, le juge fédéral a ordonné le démantèlement de Microsoft, estimant que cette mesure était nécessaire pour briser son monopole. Mais Microsoft a un bon argument pour faire appel. Et Bill Gates de réciter un communiqué écrit par ses avocats où un mot-clé va être prononcé à 2 reprises. Despite this ruling, we believe the courts will ultimately find that all of Microsoft's actions have been completely legal and good for consumers. We don't think this decision matches the reality of the high technology industry, the intense competition, the rapid innovation, and lots of consumer benefits. Si ce communiqué insiste sur les consommateurs, c'est que sous influence de la révolution conservatrice, les tribunaux tendent de plus en plus à juger d'un monopole, non pas en fonction de sa situation réelle sur le marché, mais en fonction du bien-être de ses clients. Ainsi, si les avocats de Microsoft parviennent à démontrer que les consommateurs n'ont pas été lésés, il n'y a plus de monopole. New York Times, 28 juin 2001. Rebondissement dans l'affaire Microsoft. La Cour d'appel fédérale annule le démantèlement du numéro 1 du logiciel. Le fondement du capitalisme américain, c'est la maîtrise du droit. Qu'il s'agisse de privatiser un pâturage au XVIIIe siècle ou de protéger Microsoft en 2001, il suffit d'être assez puissant et malin pour mettre la loi et les tribunaux au service de ses propres intérêts. Les attentats du 11 septembre entraînent l'Amérique dans une guerre tous azimuts contre le terrorisme. Comme seule la Silicon Valley est capable de stocker et analyser des quantités infinies de données, les investissements publics s'y déversent comme jamais pour mener la cyberguerre et accentuer l'avance technologique de l'appareil de renseignement américain. Ce qui revient à mettre sous stéroïdes tout l'écosystème de la vallée pour les 20 ans qui viennent. Les principaux acteurs de la Silicon Valley se développent maintenant à un rythme exponentiel. Here coming around, we have North America. Oh, look at that. Google co-founder Sergey Brin is showing us an electronic globe
that displays the mountains of Google searches happening around the world at any given moment. So every little dot represents a certain number of searches, but you can see that there are thousands of searches going on every second. Now you can see Europe. And these are all different languages, right? Yeah. All the different colors. Yeah. Oh, Europe is really going strong. 200 million times a day, someone somewhere uses Google to search for something on the internet. Des utilisateurs qui déversent un surplus comportemental immédiatement métamorphosé en publicité et offres ciblées. En seulement 24 mois, le chiffre d'affaires de la start-up a explosé de 3600%. Nouveau record du capitalisme américain. Et qui réclame une puissance de calcul titanesque, garantie par la vérification depuis 30 ans de la prophétie de Moore, désormais le prophète retraité le plus riche d'Hawaï. Certains supercalculateurs sont désormais capables d'effectuer 1000 milliards d'opérations à la seconde. Et après le mythe du garage, voici celui de la piole d'étudiant. For college students, the website called Facebook is a must-visit destination. 7 million college and high school students use this online student directory every day, a phenomenon that Emily Murphy and Nadia Barbar, students at Georgetown, describe as an addiction. I mean, you can entertain yourself for hours. Doing what? Well, looking at people's pictures, looking at their interests and hobbies. There will always be new technology that helps. The creator of Facebook, 21-year-old Mark Zuckerberg, should still be in college, but he invented this by accident. Mark was at Harvard when someone simply asked why there wasn't an online directory. I just threw it together one week in January and launched it for Harvard. This was in your dorm room? Yeah. You launched Facebook in your dorm room? Yeah. À la recherche d'investisseurs pour déployer Facebook mondialement, Mark Zuckerberg se précipite en terre promise. Facebook va se répandre dans le monde entier comme une traînée de poudre. Les utilisateurs partagent volontairement et avec joie leur vie privée et leurs données personnelles. Couplé avec l'invention du scroll infini, la page qui défile sans fin, Facebook est une véritable usine à surplus comportemental. À tel point que Google propose immédiatement de l'acheter pour 3 milliards de dollars. Microsoft quintuple la mise et fait une offre à 15 milliards. Zuckerberg, qui a écrit sur sa carte de visite « Je suis le PDG et je t'emmerde », décline toutes les offres. I knew that the books business was going to be successful in the first 30 days. I was shocked at how many books we sold. We were ill-prepared. You know, we had only 10 people in the company at that time, and most of them were software engineers. And so everybody, including me and the software engineers, were all like packing boxes. We didn't even have packing tables. And we were on our hands and knees on a concrete floor packing the boxes. And at about 1 or 2 in the morning, I said to one of my software engineering colleagues, I said, Paul, this is killing my knees. We need to get knee pads. And Paul looked at me and he's like, Jeff, we need to get packing tables. Derrière la saga auto-rabâchée des débuts dans son garage, la stratégie de Jeff Bezos s'est révélée identique à celle de John Rockefeller un siècle plus tôt. Et c'est pour cette raison que Wall Street a toujours soutenu Amazon. Pendant des années, plus Amazon perdait de l'argent, plus son cours de bourse montait. Des années de croissance à perte qui ont servi à asphyxier la concurrence en toute légalité. Et maintenant qu'Amazon réalise des profits, l'entreprise se retrouve en position dominante mondiale et continue à s'étendre.
On assiste ainsi à une concentration ultra rapide du capital autour de quelques entreprises capables de racheter à tour de bras les idées et les innovations, et dont les plus puissantes sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM. Les GAFAM se livrent à une concurrence acharnée à l'échelle mondiale pour vendre leurs produits, mais aussi capter le maximum de données personnelles. Leur modèle a toutefois une limite. Ils ont besoin que les utilisateurs soient derrière un ordinateur connecté à Internet. Apple va faire sauter cette limite et ouvrir aux GAFAM un accès quasi permanent à des milliards de clients. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. L'iPhone et les smartphones des autres marques qui vont s'en inspirer sont des ordinateurs miniaturisés et connectés qui, conformément à la prophétie de Moore, seront obsolètes tous les 24 mois et se vendront par milliards. Dans la décennie qui suit, ils vont démultiplier les usages d'Internet, faire exploser le e-commerce, devenir indispensable pour des dizaines d'activités de la vie quotidienne, mais aussi bouleverser l'usage des médias, tout en renforçant la puissance et l'enrichissement des GAFAM au-delà de l'imaginable. Mais au cours de l'année 2008, les Américains vont surtout s'apercevoir à quel point leur système financier est complètement gangréné. Le 14 septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus puissantes banques d'affaires de Wall Street, se déclare en faillite et vire tout son personnel. Cette défaillance invraisemblable amplifie une crise financière qui dure depuis plusieurs mois, la plus grave depuis 1929. Il s'agit de l'effondrement d'un système de prêts immobiliers qui ciblait la population la plus pauvre d'Amérique. Les courtiers encourageaient des acheteurs insolvables à emprunter jusqu'au double de la valeur de leur maison et percevaient d'énormes commissions à chaque transaction. Puis Wall Street métamorphosait ses prêts pourris en titres de bonne qualité. Firms like Bear Stearns and Merrill Lynch sliced the loans into little pieces, packaged them up with other investments, then sold them to their best customers around the world as high-yield mortgage-backed securities, all with the blessing of the rating agencies like Standard & Poor's. Jusqu'au jour où les gens incapables de rembourser leurs emprunts se sont retrouvés trop nombreux et que la bombe des subprimes a explosé. Dans les années 1920, le secrétaire au Trésor Andrew Mellon profitait allègrement du système financier prédateur qui conduisit au krach de 1929. Son lointain successeur, le secrétaire au Trésor Henry Paulson, est lui aussi très bien placé pour savoir ce qu'il se passe. Avant de devenir ministre, il présidait en effet la banque d'affaires Goldman Sachs, le principal concurrent de Lehman Brothers. Et Goldman Sachs a trempé, comme tout le monde, dans cette arnaque à la pauvreté que sont les subprimes. Résultat, tout le système financier risque de s'effondrer, entraînant dans sa chute le reste de l'économie, comme dans les années 30. These severe stresses continue or get worse, and
we don't have financial flows in our systems, then the problems are going to be very big problems with small businesses. It's not just going to be their inability to get loans to grow, it's going to be their inability to sustain themselves. À moins que les contribuables arrêtent la catastrophe en acceptant de payer l'addition. The nation's top financial official made the rounds this morning. He was pleading his case to the American people for the largest financial bailout since the U.S. Depression. He's seeking $700 billion for the U.S. Treasury to buy up those subprime mortgages and other risky loans and securities that brought Wall Street to its knees. Some in Congress, where they're working with Treasury staff on a draft rescue bill, want to know why save the lenders and not the borrowers who can't pay off those loans. Les 700 milliards de dollars récoltés auprès des contribuables américains permettent de sauver Wall Street. L'économie entre en récession, mais le chaos général style années 30 est évité. Les 3 millions de familles américaines qui ont perdu leur maison sont considérées comme des dommages collatéraux acceptables. Dans les années 30, les commissions d'enquête du Congrès avaient abouti à une réglementation qui empêchait la création de produits financiers comme les subprimes. Non seulement le Congrès ne prendra aucune mesure sérieuse pour réglementer quoi que ce soit, mais Goldman Sachs et les 24 plus grandes banques d'affaires américaines vont utiliser une partie du plan de sauvetage pour s'accorder des bonus records. En 30 ans, la richesse moyenne des Américains a augmenté de 20%. Quant à celle des 0,1% les plus riches, elle a augmenté de 6000%. Ce qui ne ressemble pas vraiment à du ruissellement et reflète simplement l'étendue des droits exorbitants que le capital s'est progressivement taillé en 3 décennies. The U.S. Supreme Court today overturned laws on the books for nearly a century and ruled that corporations can spend freely now on political campaigns. Those who like this decision say it's a victory for free speech. Those who don't say campaigns will now be drowning in corporate cash and influence. Au nom de la liberté d'expression, l'argent des grands groupes privés peut de nouveau couler à flot et sans limite sur la démocratie américaine. Comme pendant la révolution industrielle, ce sont de nouveau les plus riches qui dictent leurs lois en Amérique. Et comme jadis, la philanthropie ostentatoire sert à neutraliser toute critique. Mais si quelques célèbres milliardaires se sont engagés à donner 99% de leur richesse, ils servent de paravent au reste des riches américains qui en réalité donnent peu. Moins de 0,2% de leur fortune en moyenne chaque année. 722 milliardaires et 22 millions de millionnaires qui ne s'expriment ni n'apparaissent jamais publiquement, mais utilisent tous les artifices légaux à leur disposition pour échapper à l'impôt. Leur méthode favorite est d'ailleurs toute simple. Elle consiste à ne s'accorder qu'un tout petit revenu. Juste de quoi rembourser les intérêts de l'argent qu'ils empruntent à leurs banquiers pour vivre au quotidien. Ainsi,
les très riches préfèrent vivre à crédit plutôt que de payer des impôts. Quant aux multinationales américaines, elles échappent légalement à l'impôt grâce à l'État du Delaware. Un paradis fiscal à l'origine taillé sur mesure par et pour le local de l'étape, le pétrochimiste DuPont. Et la charmante ville de Wilmington sert de domiciliation fiscale à des centaines de multinationales, parmi lesquelles Apple, Google, Coca-Cola, Ford, General Electric, JP Morgan. Toutes regroupées dans ce modeste bâtiment au 1209 Orange Street, où un cabinet d'avocats leur conserve une boîte aux lettres pour la modique somme de $43. New York Times, 5 octobre 2011. Steve Jobs, le cofondateur visionnaire d'Apple qui a transformé nos vies, est mort d'un cancer. Il avait 56 ans. Les hommages à ce créateur de génie se déversent à flot continu sur les réseaux sociaux. Apple est devenue la première capitalisation boursière de la planète, dopée par la vente de 2 milliards d'iPhones, les smartphones les plus chers du marché. Neuf ans plus tard, il existe des supercalculateurs capables d'effectuer 1 million de milliards d'opérations par seconde. Et les algorithmes aspirent toujours plus de profit. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Ces supermarchés, où on n'a même plus l'impression de payer, décuplent les pulsions d'achat et sont aussi des aspirateurs à données personnelles. Et ce n'est qu'un début. Les GAFAM se livrent à une concurrence féroce pour vendre des dizaines d'objets connectés, destinés à rendre toutes sortes de services, de la salle de bain à la chambre des enfants, mais qui captent tout ce qui se passe dans la maison, y compris les conversations qui sont automatiquement analysées par des algorithmes et seront recrachées au moment opportun sous forme d'offres commerciales. On pourrait dénoncer une dérive liberticide, voire un capitalisme de surveillance. Mais ce que disent ou pensent les gens, les GAFAM, s'en fichent pas mal. Ils ne cherchent qu'à exploiter toutes les technologies à leur disposition pour accumuler toujours plus de profits. Et continueront à le faire tant que des clients accepteront de payer. C'est aussi simple que ça. En attendant, Google est devenu un mastodonte qui a racheté plus de 100 sociétés dans tous les domaines technologiques et qui contrôle de manière tentaculaire l'essentiel de la vie numérique mondiale. Et Apple a inauguré un nouveau siège social aux dimensions de son chiffre d'affaires, même si sa boîte aux lettres est toujours dans le Delaware. Le capitalisme américain est fondé sur la recherche du profit individuel et la liberté d'entreprendre. Dans un tel système, la concentration de toujours plus de richesses dans les mains de quelques-uns est inévitable. Et depuis 40 ans, le capitalisme américain est en roue libre. En imposant un nouveau récit capitaliste,
la révolution conservatrice en a effacé l'acteur principal. L'État américain qui tient fermement les rênes de la première puissance économique, technologique et militaire du monde. Pour conserver son rang, l'Amérique ne peut dépenser et investir des sommes colossales que grâce aux impôts payés par les vaches à lait du système. Les petites et moyennes entreprises, les pauvres et la classe moyenne. Le deuxième grand absent de ce récit en est l'unique bénéficiaire, l'élite industrielle et financière, qui s'enrichit dans une discrétion absolue. Seule à prendre la lumière, la figure héroïsée du génie visionnaire ne sert qu'à renouveler le mythe selon lequel tout le monde en Amérique peut devenir milliardaire. Et tout ce qui viendrait contredire ce récit est simplement ignoré. Self-made, get paid, that's right, that's right. No shade, get sprayed on sight, on sight. I don't ask permission, rather act first, then ask forgiveness. The devil work harder, hey. I came up from nothing, had nada, hey. Now I'm rocking Gucci and Prada. I done glowed up like Kate Renata. Cartier, diamond rings on my fingers. You know we be spending on the finest of things at Monica bike, garage full of rights. So I can't decide which car I should drive. Self-made, get paid, that's right, that's right. No shade, get sprayed on sight, on sight. I don't ask permission, rather act first, then ask forgiveness. Self-made champagne on ice. High grade, got haze too light. I don't ask permission, rather act